Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Rien ne va plus entre la Chine et l'Australie. Selon le Global Times, Beijing n'hésiterait pas à frapper son voisin avec des missiles balistiques en cas d'intervention dans le conflit sino-taïwanais. La Chine inaugure une administration nationale de prévention et de contrôle des maladies. Basée à Beijing, elle sera notamment chargée d'étudier le développement des maladies infectieuses. Selon le dernier recensement du pays, de plus en plus de Chinois s'installent dans les régions est de la Chine. Ces dernières sont portées par l'attractivité des grandes métropoles. La célèbre plateforme chinoise Douyin se lance dans la vente de produits de mode en ligne. Jusqu'à présent utilisée pour de la publicité, elle propose désormais aux marques de vendre leurs produits. Les bus autonomes continuent de se développer en Chine. Le pays possède déjà les plus longues lignes de bus de ce genre au monde. C'est une information divulguée par le Global Times. Selon le journal chinois, l'armée chinoise n'hésiterait pas à frapper l'Australie avec des missiles balistiques en cas d'aide envers Taïwan lors d'un potentiel conflit militaire. Depuis quelques semaines, le torchon brûle entre les deux pays malgré leur dépendance économique réciproque. La Chine pourrait envoyer des missiles balistiques sur l'Australie si elle intervenait dans un conflit sino-taïwanais. Cette menace provient d'une tribune signée par Hu Xinin, le rédacteur en chef du site Global Times. Selon le site, l'armée chinoise serait facilement en mesure de détruire les bases militaires australiennes situées au nord de l'île continent. Sydney, par exemple, serait visée par les missiles, tout comme la ville côtière de Darwin, qui abrite une base appartenant à l'armée américaine. Avant de mettre à exécution sa menace d'intervention armée, le Global Times croit savoir que le gouvernement de Xi Jinping emploiera des méthodes d'intimidation pour faire comprendre à l'Australie qu'il ne faut pas interférer dans les affaires chinoises. Ce n'est pas la première fois que Beijing exerce des pressions sur Canberra qui gênent les intérêts de la Chine. En effet, l'île continent avait notamment exclu le géant chinois des télécoms Huawei du déploiement du réseau 5G sur son territoire. Le Premier ministre australien Scott Morrison a également provoqué la colère des autorités chinoises en réclamant une enquête indépendante sur l'origine du coronavirus. En représailles, la Chine, premier partenaire commercial de l'Australie, a récemment pris des mesures de rétorsion à l'encontre de Canberra, en suspendant par exemple les importations d'un grand nombre de produits agricoles, parmi lesquels le bœuf, l'orge et le bois. Mais l'Australie ne veut pas se laisser faire, l'État va même dépenser près de 1,4 milliard d'euros pour renforcer sa puissance militaire. Canberra a notamment autorisé l'achat de centaines de véhicules blindés à des entreprises américaines, dont 75 tanks. Cette acquisition a été décidée alors que Peter Dutton, le ministre australien de la Défense, vient d'exprimer le souhait de mettre fin au bail du port de la ville de Darwin, qui réserve l'usage exclusif de l'infrastructure à l'entreprise chinoise Landbridge. Ce port situé dans le nord de l'Australie est d'une importance capitale puisqu'il fait partie du tracé de la nouvelle route de la soie voulue par Beijing. Le président chinois, lui, était en visite dans la ville de Nanyang, dans le centre de la Chine, en début de semaine. L'occasion notamment pour Xi Jinping d'en apprendre davantage sur la vie de Zhang Zongqing, médecin chinois célèbre de la dynastie Han de l'Est, pour qui un monument commémoratif a été construit. Xi Jinping, le secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, a inspecté mercredi la ville de Nanyang dans la province chinoise du Henan, au centre du pays. Dans l'après-midi, le président a visité un monument commémoratif dédié à Zhang Zongqing, un pharmacologue et médecin chinois célèbre de la dynastie des Han de l'Est. Xi Jinping s'est renseigné sur la vie de cet homme et ses contributions au développement de la médecine traditionnelle chinoise. Par la suite, le président s'est rendu dans un parc thématique sur la Rosa chinensis ou rose chinoise et dans une entreprise locale fabriquant des produits à base d'armoise. Il a inspecté comment Nanyang utilise la fleur et les herbes pour développer ses industries spécialisées, créer plus d'emplois et stimuler l'emploi local.
Une nouvelle administration nationale de prévention et de contrôle des maladies a été inaugurée à Beijing. La crise sanitaire de Covid-19 a évidemment accéléré son développement. Elle sera entre autres chargée d'étudier le développement des maladies infectieuses. La Chine a inauguré jeudi une nouvelle administration nationale de prévention et de contrôle des maladies, dont les 5 principales fonctions comprennent la formulation de politiques pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses. La création de cette administration basée à Beijing marque l'élargissement des rôles des agences de prévention et de contrôle des maladies, qui passent de la prévention et du contrôle à la protection et à la promotion complète de la santé de l'ensemble de la population, indique le communiqué officiel. L'administration est une agence de niveau vice-ministériel relevant de la Commission nationale de la santé. Elle sera chargée du développement du système de prévention et de contrôle des maladies, du système de surveillance et d'alerte précoce des épidémies pour éviter une nouvelle pandémie mondiale comme celle qui a eu lieu depuis l'année dernière, et du système de recherche scientifique pour le contrôle des maladies. L'Est de la Chine est toujours décidément aussi attractif. Selon le dernier recensement du pays, de plus en plus de Chinois s'y installent. C'est en effet dans cette zone que se trouvent les grandes métropoles comme Beijing ou Shanghai. Selon le dernier recensement du pays, de plus en plus de Chinois s'installent dans des zones économiquement développées et des groupes de villes des régions de l'Est du pays. Les personnes vivant dans l'Est de la Chine plus développée représentent 40% de la population totale, en hausse de 2,15% par rapport à 2010. C'est ce qu'a montré le 7e recensement national publié le 11 avril dernier. Le recensement a dans le même temps révélé que les résidents des régions centrales de la Chine représentent 25% du total, soit une baisse de 0,79%, et ceux des régions de l'Ouest représentent 27% du total, en hausse de 0,22% par rapport à il y a 10 ans. Parallèlement, la proportion de résidents du nord-est de la Chine a chuté d'1,2% au cours de la même période. Selon le recensement, parmi les 31 provinces, régions autonomes et municipalités, seules 2, les provinces du Guangdong et du Shandong, compte plus de 100 millions d'habitants. Dans le même temps, entre 2000 et 2010, seules 4 régions ou villes ont connu une baisse du nombre de résidents. Les provinces du Guizhou, du Sichuan, du Hubei et la municipalité de Chongqing. À noter également qu'au cours de la dernière décennie, le nombre de provinces ou de régions qui ont connu des baisses de population est passé à 6. Il s'agit des provinces du Gansu, du Shaanxi, du Liaoning, du Jilin et du Heilongjiang et de la région autonome de Mongolie intérieure. La plupart de ces provinces et régions sont soit situées dans le nord-est de la Chine, ancien centre de l'industrie lourde du pays, soit leur développement économique dépend fortement des ressources naturelles. C'est ce qu'a noté une analyse publiée sur le site internet de Sina Financial. L'analyse a ajouté qu'au début du XXIe siècle, de nombreuses personnes vivant dans le sud-ouest de la Chine ont déménagé dans les régions côtières du sud-est du pays pour de meilleures opportunités d'emploi, ce qui a entraîné une fuite des cerveaux dans certaines régions. Mais ces dernières années, ces provinces et régions ont aussi saisi des occasions de mieux développer leur économie et de mettre à niveau leurs industries, ramenant certaines personnes dans leur ville natale et attirant un nombre croissant de jeunes pour y travailler et même s'y installer. Certains endroits des régions du nord de la Chine ont pris du retard à cet égard et sont devenus moins attrayants pour les jeunes talents. Jusqu'à présent utilisée pour de la publicité par les marques, la célèbre application chinoise Douyin propose désormais aux grands noms de la mode comme LVMH de vendre leurs produits. Un moyen efficace et rapide de se faire de l'argent puisque les marques n'ont plus à composer avec les démarches administratives contraignantes qui s'imposent sur des plateformes comme WeChat Mall ou Taobao. La célèbre plateforme chinoise Douyin se lance dans la vente de produits de mode en ligne. Jusqu'à présent, les marques utilisent cette plateforme de contenu pour faire de la publicité. Elles pourront dorénavant directement y proposer leurs produits à leurs clients. Cette nouvelle tendance explose déjà tous les compteurs. Au cours de l'année 2020, selon les données publiées par Douyin, les chiffres de la vente au détail ont augmenté de 44 fois et ceux du nombre de boutiques en ligne de 17 fois. Les marques bénéficient
bénéficient ainsi de plus de simplicité pour réaliser leurs ventes et non plus à composer avec les démarches administratives contraignantes qui s'imposent sur des plateformes comme WeChat Mall ou Taobao. En utilisant Douyin, le géant français du luxe Louis Vuitton a par exemple réussi un énorme coup de communication en produisant un gilet gonflable à 2500 € en janvier dernier qui a déjà fait sensation en Chine. Sur Douyin, des milliers d'internautes chinois se sont ensuite lancés dans la confection de ce type de vêtements en se mettant en scène dans des vidéos qui ont généré pas moins de 300 millions de vues. Le gilet gonflable de la marque française s'est ainsi retrouvé instantanément en rupture de stock sur le marché chinois. Après les trains, les voitures, voilà les bus autonomes. Déjà présents en Chine, ce secteur continue de se développer, en particulier dans les grandes villes, au point que le pays possède déjà les plus longues lignes de bus de ce type au monde. Il représente peut-être l'avenir des transports en commun. Des bus autonomes sont actuellement en service sur certaines routes ouvertes dans 4 pays, dont la Chine, les États-Unis, la Finlande et l'Allemagne. C'est ce qu'a révélé un rapport conjoint publié par la start-up chinoise de conduite autonome Qcraft, China Mobile et la société de recherche CB Insight. La longueur des itinéraires de bus autonomes en Chine a atteint 54 km, soit 8 fois plus que ceux des États-Unis, et 85% de la longueur mondiale des itinéraires de bus sans conducteur, a encore indiqué le rapport. Les grandes villes de Chine étudient comment utiliser des technologies de pointe pour optimiser leur réseau de transport, à l'image de la ville de Suzhou ou de Zhengzhou. En octobre 2020, le Longzhou One, le minibus autonome utilisant la technologie de Qcraft, a commencé des opérations d'essai sur des routes ouvertes à Suzhou, offrant des services gratuits aux navettes de la ville. Selon le rapport, à la date du 31 mars, plus de 11 000 passagers avaient fait un voyage dans le district de Shenzhen dans des bus sans conducteur, avec un nombre moyen de passagers quotidiens d'environ 116. Selon Yu Qian, cofondateur et PDG de Qcraft, le Longzhou One est équipé d'un système de positionnement global, de caméras, de capteurs laser et de capteurs radar pour naviguer sur des itinéraires prédéterminés. Les technologies et les caméras basées sur l'intelligence artificielle fonctionnent également ensemble pour permettre aux bus de détecter et d'éviter les obstacles sur la route. Qcraft s'est associé à China Mobile, le plus grand opérateur de télécommunications au monde en termes du nombre d'abonnés mobiles, pour un réseau 5G haut débit et des appareils connectés intelligents, permettant aux bus sans conducteur de recevoir des informations sur le trafic et les conditions routières presque en temps réel. Eux apparaissent aussi de plus en plus en Chine. Les emplois verts sont désormais une des priorités du pays. En effet, pour parvenir à la neutralité carbone d'ici 2060, les autorités se donnent des moyens en créant notamment de nouveaux métiers pour accélérer la transformation énergétique. De nouveaux emplois verts apparaissent pour soutenir les nouveaux objectifs de réduction de carbone de la Chine. Ces emplois verts, comme celui de gestionnaire des émissions de carbone, devraient faciliter la transformation énergétique en cours de la Chine et l'aider à respecter son engagement envers la neutralité carbone. Les principales industries émettrices de dioxyde de carbone, comme la pétrochimie, l'énergie électrique, le fer et l'acier, les matériaux de construction, les métaux non ferreux et le transport aérien, qui représenterait collectivement 74% des émissions totales de CO2 du pays l'année dernière, ont déjà embauché ou devraient embaucher des professionnels pour les postes verts nouvellement créés. En règle générale, un gestionnaire des émissions de carbone devrait se concentrer sur les inspections des émissions de carbone des entreprises et des institutions publiques, calculer leurs chiffres d'émissions de carbone, acheter et vendre des permis d'émissions de carbone et fournir des services de consultation connexes. C'est ce qu'a expliqué Li Yonglian, directeur adjoint du département du développement industriel de la Fédération chinoise de l'industrie pétrolière et chimique. Au sein de la grande catégorie, ces emplois verts pourraient être spécifiques à certains secteurs comme l'aviation civile et la pétrochimie, et les postes ministériels de niveau intermédiaire pourraient avoir des missions très spécifiques pour la gestion des émissions de carbone, la surveillance des émissions de carbone, l'audit des émissions de carbone ou encore
encore l'inspection des émissions de carbone. Il est de même attendu des professionnels de la gestion des émissions de carbone qu'ils connaissent les lois, réglementations, normes, politiques connexes et soient suffisamment qualifiés pour la surveillance, la comptabilité, les échanges et la consultation. Ils contribueront à faciliter les objectifs de la neutralité carbone et de pic de carbone de la Chine, a de son côté déclaré Li Gao, directeur du développement de la lutte contre le changement climatique au sein du ministère chinois de l'écologie et de l'environnement. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.